Là, récemment, il y a eu des élections législatives en Argentine qui viennent donc sanctionner du coup la politique de Javier Milei. La politique de Javier Milei, pour un petit rappel un petit peu de ce que c'est, j'avais fait un react récemment, un documentaire là-dessus. Javier Milei, il s'est fait élire sur une plateforme libertarienne avec un principe de on coupe l'État, on supprime toutes les dépenses sociales, etc. Donc c'était la fameuse tronçonneuse en mode on coupe les trucs qui ne servent à rien, comme par exemple la santé ou l'éducation. Et du coup, on réduit finalement le problème de l'endettement public en coupant drastiquement dans les dépenses et en arrêtant d'augmenter les dépenses publiques. Globalement, quand tu as un problème de budget et notamment de déficit budgétaire, il y a deux trucs sur lesquels tu peux agir, c'est les recettes et les dépenses. Le principe d'austérité, c'est d'agir sur les dépenses, c'est-à-dire tu baisses les dépenses et tu touches pas aux recettes. Voire tu baisses les recettes et tu baisses les dépenses, c'est ce qui s'est passé avec Hollande et avec Macron et ce qui se passe encore aujourd'hui avec le budget actuel de Le Cornu. Mais bizarrement, ils s'amusent à plus baisser les recettes que les dépenses, comme ça ils sont sûrs qu'on reste tout le temps en déficit et qu'il faut encore plus justifier de couper dans les dépenses. Bref, donc il y a déjà ça et il y a aussi la possibilité de jouer sur les recettes, notamment de faire en sorte d'avoir plus de recettes fiscales en taxant les ultra riches, parce que globalement, même en Argentine, il y a une classe bourgeoise qui s'engraisse comme c'est pas permis sur le dos du peuple, et en faisant en sorte justement que l'impôt soit plus juste, mieux réparti, etc. etc. Ça, c'est ce que personne ne fait, et notamment c'est au cœur des débats autour de la taxe Zucman, etc. en ce moment en France, et c'est une politique plutôt du coup qui dit bah vas-y, on va augmenter ce qu'on prélève pour pouvoir mieux dépenser. Alors oui, les gens qui disent la planche à billets, vous avez oublié que l'Argentine, ils ont un gros problème, c'est l'hyperinflation, et du coup ils ne peuvent pas faire marcher la planche à billets. Ils peuvent pas se dire on va imprimer plus de monnaie parce que leur monnaie ne vaut rien, et en fait c'est juste imprimer du papier, quoi. Et du coup donc Javier Milei, il a eu une politique d'austérité où il a coupé drastiquement dans les dépenses en espérant du coup pouvoir relancer l'activité économique de plusieurs façons. En gros, l'idée c'est que l'Argentine, le problème c'est que c'est un pays instable, la monnaie ne fait que baisser de valeur, donc en fait l'inflation fait que augmenter. C'est l'exemple que je donne tout le temps, mais quand j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu 1 an en Argentine. Quand je suis arrivé, je pouvais échanger, bon, auto blue, hein, donc le taux non officiel, on va dire, de change de l'euro au peso, c'était, je pouvais échanger 1 euro contre 16 pesos. Donc, en gros, voilà, donc tu calcules les prix à partir de ça, tu fais tout fois 16, etc. Et c'est un petit peu combien de pesos tu dois payer, etc. Et quand je suis reparti, donc à la fin de mon année en Argentine, j'ai changé 1 euro contre 33 pesos. Donc, en 1 an, la valeur de la monnaie avait été divisé par 2 en fait. C'est-à-dire que globalement, ça veut dire que chaque année, les Argentins se retrouvaient à payer des prix qui étaient plus chers parce que du coup, les prix suivent aussi l'inflation, hein. Moi, je voyais chaque mois le prix des denrées que j'achetais augmenter légèrement parce que ça suivait l'inflation. Mais par contre, comme tu es payé à la fin du mois, en fait, les gens étaient payés à un salaire qui avait 1 mois de retard sur l'inflation. Et en fait, chaque mois, ils devaient rattraper l'inflation, etc. Et en fait, de fait, les salaires et le pouvoir d'achat étaient en chute libre en fait à cause de ça. Un truc, par exemple, c'est que les gens en Argentine payaient leur loyer en cash. Alors du coup, tu avais littéralement des liasses de billets que tu payais pour ton loyer parce qu'en fait, quasiment personne ne passait par les banques, etc. Parce qu'en fait, du coup, ça crée une panique autour de la valeur de la monnaie, etc. Et tout se fait en liquide, etc., etc. Ils n'avaient pas été sauvés par le FMI. Alors le FMI ne sauve personne. Le FMI, ça s'appelle faire passer un contrat avec le diable. Pareil, j'étais à 1,66 en arrivant, 1,40 en repartant. Ouais, ça fait que doubler à chaque fois, quoi. Et justement, donc, il y avait eu plusieurs... Parce qu'en gros, l'Argentine, il y a eu une grosse crise dans les années 2000. Il y a eu crise sur crise, etc. Et le problème de l'Argentine, c'est que en gros, l'Argentine s'est jamais relevée des différentes crises économiques parce qu'il y a eu une crise dans les années 2000. Genre, dites-vous, hein, quand dans le quartier, quand j'étais en Argentine, bon, c'était en 2017, hein, je pense que ça a changé entre-temps, mais le centre politique, on va dire, de Buenos Aires, un petit peu partout, t'as la Casa Rosada, t'as des anciens gros bâtiments où t'avais des banques, etc. Il y avait des banques. Je passais dans la rue, je reconnaissais la banque que je voyais dans les archives de la crise des années 2000, où tu voyais les gens qui saccageaient le truc, qui allaient piquer tout ce qu'ils pouvaient, etc. Parce que, bah voilà, crack boursier, t'as du looting, enfin t'as du pillage, du truc comme ça, etc. Je passais littéralement par les mêmes rues que tu vois dans les archives. Les bâtiments étaient toujours à l'abandon en 2017, donc quasiment 20 ans après, enfin voilà, une quinzaine, vingtaine d'années après la crise, le centre de Buenos Aires s'en était toujours pas remis et les banques s'en étaient toujours pas remises, etc., etc. Ça a été quand même une crise qui a laissé durablement sa trace sur l'Argentine, mais qui a eu un peu un double effet qui se coule. Ça a été que, bon, déjà, oui, ça fait beau, en effet, l'Argentine fait énormément penser à la Grèce, à ceci de différence que l'Argentine a plus d'industries lourdes et d'industries d'extraction minière notamment et d'industries agricoles que la Grèce, mais il y a un problème assez similaire au niveau de à la fois la façon dont la crise a marqué durablement le paysage économique argentin et la façon dont le FMI et les capitaux internationaux ont un comportement prédateur vis-à-vis de l'Argentine et de la Grèce. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tu as eu cette crise et le FMI a fait plusieurs plans de
existe donc le FMI, le Fonds monétaire international, parce que donc tu as un mélange à la fois de l'Amérique latine globalement, leur problème c'est les États-Unis. À chaque fois dans l'histoire de l'Amérique latine que les pays ont essayé de mettre en place une politique d'indépendance économique, ils se sont pris un coup d'état dans la gueule, soit dans les années 70, donc version coup d'état vraiment militaire, soit dans les années 90, version coup d'état par la dette. Donc par exemple, dites-vous, en gros, si vous voulez savoir dans l'histoire politique d'un pays latino-américain à quel moment les États-Unis soutiennent un coup d'état, c'est à partir du moment où le gouvernement socialiste qui est élu veut mettre en place une réforme agraire. Donc notamment exactement, Allende, ça a été la réforme agraire. La réforme agraire, ça a été aussi le cas. Alors, ça a été le cas de nouveau au Chili après le retour à la démocratie. Dès que le ministre de l'économie a dit « Ah, on pourrait remettre sur la table la réforme agraire. » Ah, stratégie du choc. Je crois que Cuba aussi, la réforme agraire était au cœur de ça, mais eux, ils ont réussi à gagner. La réforme agraire, c'est quoi? C'est que l'Amérique latine fonctionne comme une colonie. Parce que c'est ce que c'est une colonie des pays occidentaux. Et donc, en fait, comme toute colonie, on privilégie dans les colonies les industries d'extraction. C'est-à-dire soit l'extraction de ressources naturelles, de ressources minières, etc. Soit l'utilisation des terres comme dans l'agriculture intensive, en fait, sur les terres agricoles. Et notamment, du coup, ce qu'on appelle les latifundios. C'est donc les propriétés latifondières, je sais pas quoi, qui sont possédées par des immenses conglomérats agroalimentaires, en fait, qui ont privatisé d'immenses parcelles, en fait, pour y faire de l'agriculture intensive. Des immenses conglomérats qui sont généralement possédés. Pensez à la United Fruit Company, qui a énormément sévi en Amérique latine. Vous savez, les bananes, là. Les bananes, typiquement, voilà, c'était ce modèle-là, où il y a d'immenses terres agricoles qui sont possédées par un gros consortium, c'est la United Fruit Company, qui fait globalement la pluie et le beau temps, parce que c'est en fonction parce que du coup, toute ton économie va dépendre de l'exportation de bananes. C'est pour ça qu'on parle de république bananière. Donc, toute ton économie dépend de l'exportation de bananes, puisque la puissance coloniale a fait en sorte que ce soit la seule industrie, en fait, d'exploitation, quoi. Et résultat, du coup, c'est la United Fruit Company qui décide de l'entièreté des politiques, parce que si jamais ils décident d'arrêter de faire du business avec toi ou d'arrêter d'exploiter tes terres, etc., tu n'as littéralement plus d'argent. Et donc les réformes agraires, c'est un principe de on arrive au pouvoir, nous sommes un gouvernement socialiste, tous ces latifundios, toutes ces grandes exploitations agricoles dont finalement tous les bénéfices ne reviennent qu'à une petite poignée finalement de capitalistes, on va les diviser et les rendre au peuple. C'est-à-dire on va diviser les parcelles agricoles, on va relancer une agriculture populaire et on va en fait renationaliser finalement les terres pour les redistribuer. Bon, ça se peut faire par renationalisation, par des trucs, etc., etc. Et donc souvent, quand vous regardez l'histoire politique des pays latino-américains, le point de bascule où c'était genre vraiment it was the moment Jackson knew he fucked up, c'est quand le ministre de l'économie socialiste commence à dire on va mettre en place une réforme agraire et là, boum, t'es sûr que va suivre dans quelques mois le coup d'état militaire soutenu par les États-Unis. Et après, dans les années 90, c'était la fin de la période des coups d'état militaires, etc., Pinochet, etc. Bon, tout ça, c'était fini. C'est le retour à la démocratie. De toute façon, la guerre froide, c'était fini. On n'avait plus peur que les pays socialistes latino-américains se mettent à s'allier avec l'URSS et que du coup, les États-Unis se retrouvent avec des soviétiques sur leur continent, littéralement. Ouais, au Brésil aussi, immense enjeu d'ailleurs, la question des réformes agraires au Brésil aussi. Le degré de prédation et d'extractivisme, et d'ailleurs, la destruction de la forêt amazonienne, c'est littéralement ça. En fait, c'est les gros conglomérats agroalimentaires qui déforestent pour pouvoir planter plus, notamment de soja, de trucs, etc. Enfin bref, beaucoup de la perte de l'habitat des indigènes au Brésil, c'est lié à cette prédation en fait sur les terres. À partir des années 90, on n'a plus de coup d'état militaire. C'est un petit peu out of fashion. On n'a plus besoin de l'armée pour s'assurer, parce qu'il y a le double enjeu de s'assurer que à la fois ils fassent pas du mal à nos capitalistes en reprenant les terres, et en même temps qu'ils s'allient avec l'URSS. Là, il n'y a plus l'angoisse qui s'allie avec l'URSS, donc on peut que les avoir sur la thune. Les dictatures militaires ont contracté d'immenses dettes, parce qu'en fait, c'est comme ça que les pays du Nord ont maintenu en fait leur emprise sur les dictateurs et sur les juntes militaires qu'ils ont installés au pouvoir. C'est en disant, maintenant que tu es au pouvoir, on va te prêter de la thune, que tu vas devoir nous rembourser avec intérêt, et du coup, tu es captif. Donc, si tu fais pas ce qu'on te dit, on va arrêter de te prêter de la thune, on va augmenter ton endettement, on va augmenter tes taux d'intérêt, etc., etc. Et donc, déjà, la dette avait été utilisée déjà au moment des dictatures militaires comme un moyen de décider à la place des États quelle politique ils allaient mettre en place, particulièrement quelle politique économique. Donc, par exemple, au hasard, tiens, fais du bise avec mes entreprises à moi, sinon j'augmente tes taux d'intérêt et j'arrête de te prêter de la thune. Je peux rappeler ce qui empêche un pays de juste ignorer la dette. Ce qui empêche un pays de juste ignorer la dette, c'est son degré d'indépendance économique. Du coup, on va y venir. Donc, pendant les dictatures militaires, tu as eu cette fameuse doctrine du choc qui a été mise en place, de politique d'austérité, de politique au service des riches, où les pauvres globalement crachaient du sang par la bouche. Donc, tu avais déjà ça. Au moment du retour à la démocratie, les redémocratie
démocratie nouvellement formée, après du coup le fait d'avoir dégagé les juntes militaires, vont hériter de cette dette. Et du coup, t'as beaucoup d'économistes, parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, t'as beaucoup de gens qui étaient socialistes, qui sont barrés en exil, beaucoup au Canada ou en Europe, etc., qui reviennent à ce moment-là en mode, bon, c'est bon, notre exil est fini maintenant qu'il n'y a plus les dictateurs. Du coup, on peut reprendre les programmes socialistes auxquels on pensait. Vu que maintenant c'est la démocratie, il suffit que le peuple soit d'accord en fait. Donc ils arrivent, ils reviennent d'exil, ou alors ils sortent du maquis, et ils sont en mode, vas-y, du coup, bah vas-y, on peut reprendre le truc, il faut faire une politique de relance, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'on hérite d'une dette auquel le peuple n'a pas consenti. Ça a été beaucoup l'exemple du Chili notamment. C'est en mode, ils arrivent au pouvoir, ils ont une dette colossale, avec des taux d'intérêt immenses, et ils sont en mode, mais on n'a pas demandé cette dette en fait. Est-ce que vous pouvez nous l'annuler? Parce que genre, on n'a pas, enfin, cette dette, elle est indue en fait, genre, parce que maintenant qu'on est une démocratie, c'est le peuple qui décide. Or, le peuple n'a pas contracté cette dette. Et à ce moment-là, le FMI leur a dit, quoi? Non? Ah non, tu dois la payer. Donc tu vas faire exactement les mêmes politiques que faisaient les dictateurs avant. Sinon, bah en fait, bah on va te faire pareil. Hein? Voilà. Et donc en fait, c'est comme ça que la dette a été continuée d'utiliser comme outil de domination étranger. Donc notamment, il y avait eu beaucoup de discussions. Ça tient légalement. Ah ben bien sûr. C'est des principes de on te donne de la thune et on fait un contrat et en échange de cette thune, etc., etc. Et après, la pression politique vient après. Mais concrètement, cette dette-là, le FMI n'était pas obligé de l'annuler. Et t'inquiète même pas que l'argument de la démocratie, ils se sont torchés avec. Hein. Oui, la continuité de l'État, mes couilles, etc. Sachant qu'en plus derrière, les gens se sont gavés. Ah bah ça. Donc dans les années 90, donc dans cette décennie un petit peu des années 90-2000, l'Amérique latine se retrouve un petit peu dans ce tiraillement où le retour à la démocratie fait dans beaucoup de pays revenir finalement des politiques un peu socialistes, des politiques au moins de redistribution un petit peu qui disent en mode bon, on peut redistribuer la thune, penser autrement, et en fait parce qu'on sort finalement d'une époque de néolibéralisme triomphant, mais de néolibéralisme aussi imposé par les États-Unis et par globalement tout l'Occident. Et du coup, ils se remettent à discuter de bon, d'accord. Le problème, c'est que on a cette dette et que donc on pourrait s'en battre les couilles de la dette, mais le problème, c'est que nos économies, elles sont au ras du sol. Nos économies ont été structurées comme des économies d'extraction, des économies de pays du Sud, donc des économies qui dépendent de l'agriculture et donc de conglomérats agricoles qui souvent ne nous appartiennent pas, ou alors une bourgeoisie qui a beaucoup trop de puissance, ou d'extraction minière, et même problème, les entreprises soit ne nous appartiennent pas, soit nous appartiennent, mais contractent avec des entreprises du Nord avec lesquelles ils sont cul et chemise. Et du coup, ils sont en mode, ok, du coup, il faut pouvoir se moderniser, il faut pouvoir diversifier notre économie, et donc garantir qu'on ne soit pas uniquement dépendant du truc sur lequel littéralement tout le monde peut faire levier, c'est-à-dire notre seule industrie agricole ou notre seule industrie minière. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de discussions, notamment de faire ce qu'on appelle des investissements de substitution aux importations, c'est-à-dire que les pays de l'Amérique latine devaient importer quasiment tout. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, c'est-à-dire que tu fais pousser du soja. Bon, évidemment, tu vas pas bouffer toute ta population ne va pas se nourrir de soja, tu vois, donc en fait, c'est du soja qui est destiné à l'export ou alors au fait de nourrir les bêtes pour après exporter la viande, parce que la viande est beaucoup trop chère pour les pauvres. Et du coup, ça veut dire que la bouffe, les produits électroménagers, les produits même du quotidien, les meubles, les trucs comme ça, en fait, tu vas être obligé de les importer parce que tu n'as pas forcément la capacité de les produire, tu n'as pas la capacité de garantir à tes entreprises une solidité suffisante pour les produire parce que de toute façon, les gens chez toi, ils sont trop pauvres. Et du coup, c'est moins cher d'importer. Et du coup, tu dois importer plein de trucs. Et du coup, ils disent, bon, vas-y, on doit importer moins de trucs. Donc, il faut qu'on produise plus de trucs par nous-mêmes. Et du coup, éventuellement, qu'on puisse mettre en place, au hasard, vu qu'on est tout un continent, etc. Parce que, évidemment, à l'échelle de l'Argentine seule ou du Chili seul, tu peux pas non plus tout produire. Mais par contre, on peut se dire que le Chili produit certains trucs, l'Argentine produit d'autres trucs, le Pérou d'autres machins, et puis au final, on se retrouve un peu tous à avoir un espace économique où on est interdépendant, mais aussi autosuffisant vis-à-vis du Nord. Parce que c'est ça l'important, c'est de pouvoir être autosuffisant vis-à-vis du Nord. Pas autosuffisant, mais du moins assez fort pour pouvoir négocier, si ce n'est le poids de nos chaînes, du moins les termes du contrat sur lesquels on nous impose un surendettement. Et à ce moment-là, le FMI, il a dit, vous êtes en train de faire quoi là? Comment ça, vous voulez développer une industrie indépendante du Nord? Comment ça, vous voulez mettre en place des chaînes de production régionales et arrêter de nous acheter des trucs? Non, on va doubler vos taux d'intérêt en fait. Ouais. Donc vous allez nous payer plus cher. Et en plus, on va encore plus soutenir du coup les partis de droite dans vos pays. Et une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont mettre en place une union qui s'appelle le Mercosur. On va faire genre que vous allez faire comme l'Union européenne. Comme ça, vous allez mettre dans la loi économique la politique néolibérale, comme ils ont fait en Europe en fait. Donc vous allez élire la droite maintenant, et la droite va s'assurer de rendre impossible que vous ne fassiez autre chose que du néolibéralisme.
Donc voilà, ce qui arrive à l'Argentine aujourd'hui, où tu as eu ça, puis un krach boursier, puis machin, etc. Et l'Argentine, du coup, se retrouve par exemple, donc se retrouve notamment dans une situation de surendettement qui est absolument genre écrasante et qui est encore plus aggravée par le fait que du coup les gens sont pauvres. Du coup, encore une fois, ils sont soumis à l'importation, etc. Alors l'importation avec les taux de change, laisse tomber. Du coup, tu dois importer des bails, mais le problème c'est que importer c'est trop cher. Mais le problème c'est que ils produisent rien parce qu'en fait toutes les industries ont été détruites les unes après les autres à cause de la concurrence internationale. Parce que, ah ben non, vous n'allez pas faire du protectionnisme parce qu'il faut le libre-échange en fait. Sinon, on va augmenter vos taux d'intérêt. Et donc l'Argentine se retrouve dans cette situation-là où ils n'ont pas vraiment d'industrie. Leurs seules industries qui vraiment les portent, c'est-à-dire la viande, le soja et le cuivre et le lithium qu'ils ont dans le nord, dans le nord-ouest du pays, sont totalement captés par les actifs étrangers. L'Argentine est dans un état de surendettement. Il y a eu aussi des gouvernements un petit peu de gauche qui ont essayé de faire des politiques de redistribution. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu es dans ces trucs-là, la gauche néolibérale, elle va dire vas-y, on est de gauche, faut faire des politiques de redistribution, mais on n'est pas assez puissant pour renégocier les termes du contrat et pour faire en sorte que, d'avoir un petit peu plus d'indépendance économique au hasard. Alors du coup, en fait, les politiques de gauche se financent sur le surendettement. Parce que du coup, tu fais de la redistribution, mais comme tu règles pas le problème des recettes fiscales, comme tu règles pas le problème de où est-ce qu'on trouve l'argent parce que globalement on est pauvre, du coup, ça fait que les politiques de gauche, notamment les péronistes, etc. Les péronistes, c'est un petit peu le Parti socialiste, vite fait. Voilà. Enfin, les Kirchner, voilà. C'est un peu le PS, tu vois, c'est la gauche néolibérale, etc. On fait des politiques de redistribution qui, du coup, ont été facilement accusées de renforcer l'endettement et de foutre le pays dans la merde. Et du coup, arrivent différents présidents, juste avant, avant Milei, enfin moi quand j'y étais, il y avait Mauricio Macri, il s'appelle Macri, ça ressemble à Macron, c'est normal, c'était le même, tu vois. Genre c'était vraiment, ils avaient un Macron chez eux, mais il s'appelait Macri. Donc t'avais Mauricio Macri qui a fait pareil, politique, ça va de politique d'austérité en politique viteuf de relance par la dépense publique, mais qui est surtout une politique de relance qui n'est pas financée et du coup qui creuse encore plus l'endettement, etc. Et ça fait un cercle vicieux où une gauche pas assez radicale renforce le surendettement et du coup justifie encore plus l'arrivée au pouvoir de la droite. Kirchner, ils étaient néolibérales. Quand même un peu. Encore une fois, c'est le Parti socialiste, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu, on va dire, et mis en place des politiques sociales. Et encore une fois, pareil, on parle de l'Argentine, donc c'est une démocratie que depuis les années 90. Donc beaucoup de politiques sociales qu'ils ont remis en place avaient disparu avant. Donc en fait, ils ont un petit peu les dividendes du fait d'avoir en fait, au tournant des années 90-2000, quand ils étaient au pouvoir, ils ont remis en place les politiques sociales qu'il pouvait y avoir avant sous Juan Domingo Perón, etc. Enfin bref. Et du coup, ils ont eu vite fait les dividendes de cette redistribution-là naturelle qui font que, quand tu donnes du droit du travail et quand tu donnes du taf aux gens, du coup, il y a une classe moyenne qui arrive et que les gens, ils sortent de la pauvreté. Donc, ils ont eu quand même, néolibéral, c'est un peu too much, tu vois, parce qu'en vrai, ils ont dû remettre en place des trucs, donc c'est pas comme le PS des années 90-2000 qui était dans une situation où les acquis sociaux étaient déjà là et le PS qui a été un liquidateur de ces acquis sociaux, notamment Jospin, etc., etc. Donc, on peut pas le comparer. Mais ils ont quand même un renoncement historique qui est le renoncement de sortir du consensus de l'économie de marché et du consensus libéral en règle générale, notamment en termes structurels, en termes industriels, etc. On arrive du coup à Javier Milei, qui est en mode « Mais bien évidemment que c'est un problème. Regardez, les politiques de gauche ne font que creuser l'endettement. Résultat, il y a l'hyperinflation. Et attention, parce que le FMI, il voudra plus nous prêter de la thune après, parce que le FMI, il prête de la thune en échange de politiques d'ajustement structurel, des trucs comme ça, etc. Déjà, sous Macri, ils ont augmenté le prix du gaz et de l'électricité, mais ça a réaugmenté après sous Fernandez, donc qui était du coup le président qui est venu après Macri. C'était Fernandez, c'était un président du coup péroniste, donc du camp de Cristina Kirchner, etc. Mais bon... ça n'a pas fait grand chose, quoi. Et donc en fait, l'Argentine est vraiment arrivée à un stade où soit tu plies, soit tu romps, tu vois. Et donc arrive du coup Milei qui dit moi j'ai une solution, plus d'État. Voilà. Le problème c'est qu'on donne trop de thunes aux pauvres, donc on va arrêter de donner de la thune aux pauvres. On va faire le marché pur et parfait, libre, etc. Les aides publiques c'est fini, l'éducation c'est fini, les fonctionnaires c'est fini, etc., etc. Et du coup on va couper là-dedans, comme ça en faisant le pari que si je détruis les bases sociales de mon pays, ça va faire plaisir aux marchés financiers qui vont se remettre à investir dans le peso. Et du coup, déjà, on va régler le problème de l'inflation. Et ensuite, en réglant le problème de l'inflation, comme ça va attirer des capitaux étrangers, ça va faire relancer la croissance et ce sera magique. Le problème, c'est qu'il a un petit peu oublié dans son petit plan que attirer des capitaux étrangers, c'est pas forcément bon pour tes entreprises à toi. Et que du coup, les entreprises argentines se sont retrouvées à être en concurrence avec de plus en plus avec des entreprises étrangères sans avoir la thune d'acheter des pièces détachées étrangères. Du coup, la première moitié finalement du mandat de Javier Milei, c'est plutôt mal fini. C'est-à-dire que quand tu regardes ce qu'on appelle les indicateurs macroéconomiques, la croissance, l'inflation,
le chômage, les gens qui sont dans les chiffres du chômage, pardon. Quand tu regardes les indicateurs macroéconomiques, tu peux avoir l'impression que l'Argentine s'est sortie de la merde. T'es en mode, waouh, regardez, les grands chiffres pour calculer l'économie, ils sont revenus un peu dans le vert. Du coup, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a eu une augmentation aussi de la pauvreté, une augmentation aussi du désespoir, parce qu'il faut savoir que les Argentins, avec tout ce que je vous ai raconté de l'histoire latino-américaine, et Dieu sait que les Argentins, ils sont déprimés, les Argentins ne croient plus à la politique concrètement. Genre, même déjà en 2017, quand j'étais en Argentine, et pourtant, j'étais à Buenos Aires, au contact d'une classe moyenne plutôt politisée, mais même eux, ils étaient en mode, non mais pays finito, on va se barrer en Europe, quoi. Tout fonctionne, vite où ils partent. Mais en fait, même pas, c'est-à-dire en fait, ce que fait Milei, c'est bouger les indicateurs macroéconomiques pour du coup donner des indices au marché financier de ayez confiance en nous que peut-être que ça va ruisseler vers nos pauvres. Mais en fait, en attendant, ces grands indicateurs macroéconomiques ne veulent pas dire grand-chose du coût de la vie, de la facilité à retrouver un emploi, de la facilité à trouver du logement et en fait du nombre de personnes qui étaient déjà sorties de l'économie formelle. En fait, en Argentine, il y a énormément de personnes qui ne sont pas dans l'économie formelle, qui sont dans l'économie informelle, donc qui taffent au black parce que concrètement, ça change rien. Que tu sois déclaré ou que tu sois pas déclaré, in fine, t'as ton fric en cash et puis t'es dans la sauce, quoi. Et du coup, il y a eu une première vague d'enthousiasme des marchés financiers en mode c'est bon, l'Argentine est de retour à la stabilité. Mais ça commençait justement à voir que ça se pétait la gueule. Dans les 15 derniers mois, on arrivait au bout de ce que tu peux avoir avec le petit choc électrique en mode le petit défibrillateur là. Et puis le pouls il commençait à revenir un petit peu en céphalogramme plat, tu vois. Et du coup, Milei est arrivé dans ces élections de mi-mandat en mode bon, j'ai réussi un premier coup de bluff. Le problème, c'est que les gens commencent à de moins en moins y croire. Et je suis un peu dans la sauce parce que j'ai encore un turbo déficit et un turbo endettement et j'ai besoin de 40 milliards de dollars là tout de suite maintenant. Donc non seulement j'ai besoin de thunes, et mon état n'a pas de thunes même si j'ai coupé toutes les dépenses possibles, mais j'ai toujours pas de thunes dans mon état. Et en plus de ça, les élections approchent, et ça commence un petit... Je commence à arriver un petit peu, mon modèle commence un peu à s'essouffler. Il y a eu un problème électrochoc, c'est que dans la province de Buenos Aires, le gouverneur de la province de Buenos Aires a appelé il y a 3 mois je crois, à des élections anticipées dans la province de Buenos Aires, qui était un petit peu une espèce de crash test des élections législatives. Donc il y a eu des élections dans la province de Buenos Aires qui ont été remportées par justement les kirchneristes, par le parti socialiste, on va dire, de l'Argentine, l'équivalent parti socialiste. Et ça a été, en vrai, ça veut pas dire grand-chose parce que dans la province de Buenos Aires, toute la population est concentrée autour de la ville de Buenos Aires qui est plutôt acquise au péronisme et au kirchnerisme, qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt à gauche. Donc ça veut pas dire grand-chose au niveau de la province, mais ça a été un premier électrochoc pour les marchés financiers qui étaient en mode ouh là 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 là. Si Milei commence à perdre les élections et que la politique va dans l'autre sens, parce que globalement c'était dès qu'il y a les péronistes au pouvoir, paf, dépenses publiques, dès qu'il y a la droite au pouvoir, paf, austérité, paf, et en fait que comme la politique change tout le temps, du coup il n'y a pas de stabilité sur laquelle les marchés financiers peuvent se baser. Du coup c'est en mode ouh là 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 là, on va se calmer, on va ralentir, parce que là le PS là, il commence à gagner des élections, et peut-être que du coup ça va être chaud pour la politique de Milei, et que nous on a besoin quand même de stabilité pour être sûr qu'on extrait le maximum de richesse de ce pays de merde. Il y a ces premières élections, et donc c'est ça qui a mené du coup Milei a négocié avec Trump ces fameux 40 millions de dollars là, 40 milliards pardon, de dollars, et que Trump a dit je te donne ta thune uniquement si tu gagnes tes élections, parce que du coup Milei a annoncé qu'il avait négocié les 40 millions de dollars avec Trump. Du coup les marchés se sont calmés en mode c'est bon, il y a 40 millions de dollars à la clé, et du coup il a pu regagner la confiance sur laquelle il a fait ses élections législatives dont on va parler maintenant. Le FMI a aussi fait ce move avant les élections de Buenos Aires, il me semble. Mais globalement, dès qu'il y a des élections, ils font des petits shenanigans de petite ingérence économique pour être sûr que vous avez bien compris le message, les Argentins. Votez correctement. C'est fédéral comme pays. C'est à tendance plutôt fédérale. Le Sénat a un assez gros poids politique et les provinces ont une certaine autonomie, etc. Et donc c'est ce qui nous amène aux élections législatives qui ont eu lieu. Tu penses que Trump a fait une ingérence vis-à-vis des élections législatives? Bien sûr. Mais même explicitement, c'est pas que je pense, c'est Trump a littéralement dit si tu gagnes tes élections, t'as ta thune. Donc c'était volontaire, quoi. Donc législative en Argentine, Javier Milei remporte une victoire surprise aux élections de mi-mandat. La Libertad Avanza, le parti du président argentin, rassemble plus de 41% des voix, loin devant l'opposition péroniste. Donc les péronistes, c'est le PS. De quoi assurer au dirigeant ultralibéral davantage de marge de manœuvre dans son entreprise de dérégulation de l'économie argentine. Milei chéri, le peuple est avec toi. À Buenos Aires, aux abords du QG de la Libertad Avanza, le parti présidentiel, les partisans de l'ultralibéral Javier Milei exultent dimanche 26 octobre. Après une campagne chahutée
réalité, la formation a largement remporté les élections législatives de mi-mandat en dégageant une avance sur l'opposition péroniste, donc gauche-centre-gauche, bien plus importante qu'escomptée. Selon le décompte dimanche soir, le parti présidentiel se positionne en première place avec près de 41% des voix, soit 9 points de plus que les péronistes. Les électeurs étaient appelés à renouveler un tiers des sénateurs et la moitié des députés lors de ce scrutin test qui devait définir la marge de manœuvre de Javier Milei au Parlement, où son très jeune parti se trouve en nette minorité. Parce que jusqu'ici, il avait plutôt, encore une fois, jusqu'ici au Parlement, il avait un peu l'équivalent de députés de la France Insoumise et du PCF pour gouverner. Ce qui n'était pas ouf et ce qui fait qu'il n'avait pas de capacité que le Parlement en fait pouvait bloquer ces réformes. Bon, fort heureusement pour lui, l'opposition a été en mode wait and see, on verra. Ils n'ont pas beaucoup bloqué de trucs. Et puis de toute façon, Milei a beaucoup gouverné par décret. Typiquement, le fait de retirer des ministères, du coup, tu n'as plus de budget alloué à ces ministères si tu les supprimes. Donc tu as beaucoup de choses aussi qui sont passées à l'extérieur du Parlement. Mais tu as aussi une opposition qui l'a joué un peu light en mode on verra. Et puis aussi, tu as tout ça. C'est-à-dire que tu as le reste de la droite aussi qui a soutenu Milei. Enfin bref. Et du coup, maintenant, Milei se retrouve donc le Parlement, globalement, est tripartite, un peu comme en France. Et du coup, Milei a l'équivalent du NFP ou du RN à l'Assemblée maintenant, etc. Donc, ce qui donne à Milei une minorité de blocage où, si jamais le Parlement s'oppose un petit peu trop à ces réformes, il peut bloquer les contre-propositions et créer une situation de blocage politique qui justifie après de passer encore une fois par ordonnance, par l'extérieur du Parlement, etc. Donc, voilà. Concrètement, il n'a pas gagné la majorité absolue, mais il a gagné une minorité de blocage qui est très importante. Donc selon les projections, le parti présidentiel s'impose dans 16 des 24 provinces du pays. La victoire la plus surprenante s'est jouée dans la province de Buenos Aires. Donc voilà, l'endroit où il y avait eu les élections au niveau de la province, donc les élections pour le Sénat, pour le gouverneur, je sais plus, qui avaient été remportées par les péronistes. Là, aux législatives, c'est Milei qui gagne. La province qui avant avait voté pour... Donc t'as un truc de ok d'accord, donc c'est assez signifiant que Milei ait gagné la province de Buenos Aires qui venait de voter pour des péronistes. Donc ça montre que entre les élections provinciales et les élections législatives, il s'est passé quelque chose, soit au niveau de l'abstention, soit au niveau de la perception d'urgence, de la perception de détestation. Il y a un truc qui s'est passé. Donc province de Buenos Aires, bastion du péronisme, où l'opposition avait pourtant devancé de 14 points le parti de Javier Milei lors de l'élection législative locale du 7 septembre. Donc la Grande Argentine. Dimanche 26 octobre, la Libertad Avanza a marqué un demi-point d'avance sur le péronisme dans cette province la plus peuplée du pays. Ainsi, le parti présidentiel, appelé à PRO, Propuesta Republicana, donc c'est à droite, dans différentes provinces, obtient 64 sièges supplémentaires. Donc il y a une union des droites en fait de Milei et de Propuesta Republicana, donc il y a une union des droites pour faire Milei aussi sur certains endroits. Donc 64 sièges supplémentaires à la Chambre basse, donc c'est à l'Assemblée, et 13 à la Chambre haute, donc au Sénat, selon le décompte dimanche soir. L'assise parlementaire du parti de Javier Milei devrait être multipliée par 3. Donald Trump, qui a promis une aide massive à l'Argentine, a félicité dimanche soir son allié pour sa victoire écrasante. Aujourd'hui commence le chemin de la construction de la Grande Argentine, a promis Javier Milei lors de son discours dans la foulée des résultats. C'est le congrès le plus réformiste de l'histoire de l'Argentine, donc réformiste en mode pour faire des réformes structurelles, quoi. C'est pas réformiste en mode gauchiste, quoi. S'est-il enorgueilli, estimant que le scrutin représentait la confirmation du mandat que son parti avait reçu en 2023. Plus calme que de coutume, le président s'est surtout montré particulièrement conciliateur, assurant que la Grande Argentine était pour tout le monde et invitant des dizaines de députés et sénateurs à trouver des accords basiques. Donc là, Milei, il est en mode j'ai consolidé ma présence au Parlement, du coup maintenant, je consens à négocier avec l'opposition. Les Argentins ont eu peur de se prendre une crise financière si Milei perdait simple. On va y venir justement. Ce geste négociateur a aussi été adressé au gouverneur, une force pivot en Argentine pour transmettre des consignes de vote au Congrès et dont le mécontentement explique grandement les différences camouflées parlementaires essuyées par Javier Milei ces derniers mois. Donc là, c'est beaucoup les gouverneurs qui faisaient blocage aux politiques que voulait Milei. Pour la seconde moitié de son mandat de 4 ans, le président entend notamment lancer une réforme du travail vers davantage de dérégulation. Encore. C'est sacrément dérégulé l'Argentine. Et une réforme fiscale. Devant le QG présidentiel, Mabel Zerda, une retraitée de 70 ans, brandit fièrement une pancarte sur laquelle est inscrit le slogan libertarien de la campagne législative « La liberté avance ou l'Argentine recule ». On souffre un peu, je ne vais pas le nier, mais l'année prochaine, on va renaître. Il va y avoir des investissements, du travail, soutient la retraitée. En écho à un discours sacrificiel mêlé d'espoir, tenu par de nombreux partisans de Javier Milei. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le discours des fans de Javier Milei, c'est que les fans de Milei, ils sont en mode « Ah ouais, c'est la sauce ». Genre vraiment « Ah ouais, on est pauvre de fou, mais il nous a promis que ça irait mieux ». Et comme on n'a jamais essayé. Et en fait, t'as tout ce truc-là, en fait, où, c'est ce que je vous disais, c'est que on vous dit les indicateurs macroéconomiques, etc. Le peuple en a pas vu la queue pour l'instant. Les fameux indicateurs macroéconomiques, pour l'instant, ils sont en mode « Oui, en attendant, on a toujours faim ». Mais t'as quand même un discours, mais qui est rempli par le désespoir aussi, parce que l'Argentine, encore une fois, c'est un pays de doumi, mais comme c'est pas possible. Concrètement, c'est si on ne croit pas à ça, on ne croit plus en rien. Et c'est aussi ça, les vrais dessous de la victoire de Milei, c'est qu'il a réussi à capitaliser sur à quel point la population argentine est usée jusqu'à la corde et a besoin de croire en quelque chose et de continuer de se dire, et du coup, il leur offre des concerts de rock, des coups de tronçonneuse, et en fait, il utilise aussi son culte de la personnalité pour maintenir cette promesse-là, et c'est plus efficace que des kirchneristes qui sont en mode, oui, nous allons être parfaitement respectables dans les institutions, etc. Bon, ça marche beaucoup mieux
un mec avec une coupe bizarre qui te fait un concert de rock. J'ai vécu au Pérou et l'ambiance est bien pire. Ah non, mais au Pérou, c'est carrément fasciste intergénérationnel, entre Fujimori, père et fille, entre... Non, mais bien sûr, oui, le Pérou, c'est l'enfer. Et en plus de ça, le Pérou, t'as en plus Sendero Luminoso, t'as encore une milice marxiste-léniniste qui est encore en action, etc. Moi, j'avais une coloc péruvienne quand j'étais en Argentine qui, à un moment, elle parlait de la faucille et du marteau. Elle était en mode, mais moi, la faucille et le marteau, pour moi, c'est comme la croix gammée pour vous, en fait. Elle était en mode, moi, quand je suis né dans un hôpital qui était en train de se faire attaquer à la bombe par Sendero Luminoso, donc la milice marxiste-léniniste, etc. C'est encore la guérilla au Pérou, globalement. Hein, donc, genre, l'alternative de gauche, c'est des terroristes, quoi. Du coup, j'ai ma réponse. La Grande Argentine, c'est une ref à la Grande Allemagne. C'est un mélange de ref à la Grande Allemagne et de ref à Trump. Milei est très, très Trumpisé dans son discours. Il dit beaucoup rendre sa grandeur à l'Argentine, make Argentina great again, mais version espagnole, quoi. Donc, il y a un mélange allemand-états-unien, ce qui, sous Trump, est parfait. Si l'inflation a été relativement endiguée, toujours 32% sur un an, donc l'inflation a été endiguée mais elle continue d'augmenter, l'économie a dernièrement montré des signes de refroidissement avec une contraction de la consommation et 200 000 emplois détruits en 2 ans. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais, tu vois, c'est que t'as beau avoir des super indicateurs macroéconomiques, l'inflation, les trucs comme ça, regardez la croissance qui est repartie, etc. Bah, en réalité, les gens n'ont pas de thunes, du coup, ils consomment encore moins. Du coup, bah, ça a fait baisser en fait la consommation et tout. Et t'as des immenses plans sociaux. En fait, ça a commencé au début avec le fait de virer les gens de la fonction publique. Du coup, tu te dis, bon, bah, il y a une perte d'emploi nette, mais c'est parce qu'il a viré les gens de la fonction publique, donc c'est normal, afuera, il faut dégraisser la bête, c'est bien, c'était son programme. Sauf qu'en fait, bah, il n'y a pas que dans le service public que les gens ont perdu leur taf, il y a aussi de plus en plus dans les entreprises privées qui ont mené des plans de licenciement massifs, et du coup, t'as énormément d'emplois qui ont été détruits, pas de gens d'emplois qui ont été détruits, genre qui ne sont plus là, tu vois. Et donc, en fait, c'était aussi pour ça que je vous disais que Milei commençait un petit peu à avoir peur pour son cul, parce que, ouais, là, ils vont se prendre une récession de malade, et comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'Argentine, comment éviter la récession? En suppliant Oncle Sam de te filer de la thune. Et ça, c'est l'histoire de l'Argentine. Et by the way, les péronistes sont pas mieux là-dessus. Hein. Donc un taux de participation faible. Donc déjà, première donnée sur les élections, c'est que, ok, la victoire écrasante, mais surtout les gens n'ont pas voté. Diana Scola, 36 ans, vient ainsi de perdre il y a un mois son emploi d'employée administrative et appelle de ses vœux la réforme du travail annoncée par Javier Milei. Il va y avoir des emplois pour tout le monde, des emplois déclarés. Il faut retirer les aides sociales et que les gens se mettent à travailler, dit-elle. Donc t'es en mode, tu viens de perdre ton taf et t'es en mode, si d'autres gens perdent leur taf, peut-être que je peux leur piquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas te faire baiser comme tout le monde. Un drapeau argentin noué autour des épaules, Ignacio Laranga, un avocat de 52 ans, jubile et assume faire preuve de patience. On a marché pendant 20 ans avec une béquille. On ne peut pas se mettre à courir tout d'un coup. Les changements prennent du temps. Je veux juste qu'on soit un pays normal, aspire-t-il. Et ça, encore une fois, je veux qu'on soit un pays normal, c'est vraiment le discours de base que me sortaient les Argentins à qui je parlais quand j'étais en Argentine. Assurant que seul un fou comme Milei, avec son courage, peut mener à bien le changement. En gros, ils sont en mode, on a eu l'UMPS, avec des alternances gauche-droite quand même assez fortes, mais avec un PS qui était de plus en plus de droite, quoi. Donc ils se sont dit, bah le mec, il a l'air fou, mais justement c'est peut-être pour ça qu'il faut lui faire confiance, parce que les autres, ils avaient un bon costard, ils te parlaient gentiment, lui au moins, il a son truc en cuir, et tu vois, genre c'est vraiment... quoi. L'ampleur de la victoire s'explique par la terreur d'un retour au kirchnerisme, courant du péronisme au pouvoir depuis 16 ans, entre 2003 et 2023. Cela a été décisif dans ce scrutin, bien plus que la dimension économique, car une partie de l'électorat de la Libertad Avanza souffre de la situation actuelle, estime Patricio Giusto, politologue à l'Université catholique d'Argentine. C'est pas faux. La vérité, c'est que les kirchneristes, ça a été le Parti socialiste. En fait, c'est que ce qui se passe en ce moment en Argentine, c'est à la fois les gens qui sont pas allés voter parce qu'il y a un dégoût politique immense, et aussi le fait que le PS, il a fait que trahir, et que les Kirchner, ils ont fait que s'enrichir. Alors ok, d'accord, c'est du lawfare, ok, on reproche beaucoup plus à la gauche la moitié du quart du demi de ce que fait la droite, mais en attendant, ils ont pas de gauche en Argentine. Enfin, ils ont une gauche radicale, vite fait, le front de gauche, la Frente de Izquierda, ils ont une constellation de partis trotskistes, mais bon... Oui, ils ont pas des insoumis. Moi, je me rappelle quand j'étais en Argentine, je leur parlais de Mélenchon. Je leur disais, ah ouais, nous on avait le PS, c'est un peu comme vos péronistes, et puis après il y a eu Mélenchon, etc. Ils me regardaient avec des grands yeux en mode, mais des trotskistes, hein. Des trotskistes. Bon, pas très formés, hein, c'était des petits jeunes. Mais qui étaient en mode, ah ouais, putain. Et je leur parlais du populisme de gauche, du dégagisme, des trucs comme ça. Ils étaient en mode, de la révolution citoyenne et tout. Ils étaient en mode, waouh, et tout, c'est une dinguerie, putain, si seulement on avait ça, peut-être qu'on aurait des perspectives et tout. Genre vraiment, que ce soit des gens un peu trotsko-adjacents à qui je parlais, ou des gens un peu en mode classe moyenne, péronistes, mais un peu
bon, qui commencent à être un peu déçus du péronisme, en mode bon, on vote Kirchner, mais on n'a plus vraiment la flamme, quoi. Je leur parlais de Mélenchon, ils étaient en mode, mais on veut ça, nous aussi. Bref. Donc la campagne de l'opposition péroniste a été particulièrement atone, sans projet alternatif, et c'est ça, hein. Ils ont pas de projet. La vérité, les péronistes, ils savent pas quoi faire. Parce que, encore une fois, une grosse partie de la gauche latino-américaine a abandonné aussi les réformes structurelles socialistes. Parce que dès qu'ils l'ont fait, ils se sont fait taper. En même temps, je les comprends, tu vois, dès qu'ils les ont fait, ils se sont fait taper sur les doigts. Mais en même temps, du coup, ça fait que la gauche radicale, la gauche de rupture, n'existe plus. Et donc la seule gauche qui reste, c'est-à-dire les péronistes, c'est-à-dire un petit peu le PS, quoi, ils sont en mode, on sait pas quoi faire. Là, l'espoir, il arrive de l'Amérique du Nord et de l'Amérique et du nord de l'Amérique latine, quoi. Enfin, surtout du Mexique et de Colombie, de Gustavo Petro et surtout de Patricia Sheinbaum. Mais le cône sud, le cône sud de l'Argentine, c'est pourri. Ils sont pieds et poings liés surtout. Bah oui. Le taux de participation de 68% est le plus faible depuis le retour à la démocratie en 83. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Alors que, rappel, c'est un pays dans lequel le vote est obligatoire, et pourtant, ils ont eu le taux de participation le plus bas depuis la fin de la dictature. C'est frappant. Il y a un message des abstentionnistes qui raconte la déception et le ras-le-bol face aux politiques, poursuit Justo. Avec davantage de poids au Parlement, mais toujours pas de majorité, Javier Milei n'a pas d'autre choix que de négocier, insiste Juan Negri, politologue à l'université Torquato di Tella. La UTDT. Même allié à la droite du PRO, le parti présidentiel sera toujours en minorité. Comment va-t-il faire pour faire accepter ses lois? Il lui manque toujours du muscle législatif et Javier Milei n'a pas la personnalité d'un chercheur de coalition. Donc voilà, donc là ils sont... En fait là, l'Argentine se retrouve un peu dans une situation à la française au niveau parlementaire, où il n'y a que des minorités de blocage, mais il n'y a pas vraiment de majorité d'adoption de trucs. Mais du coup, on va lire l'article de Révolution Permanente. Parce que du coup, encore une fois, RP, ils connaissent bien l'Argentine, c'est un peu de là qu'ils viennent. Et du coup, ils ont fait un peu un article qui résume un peu et qui donne une perspective un peu en mode bonjour, il n'y a pas de gauche en Argentine, c'est pour ça. Ne cherchez pas. Donc Argentine, avec l'aide de Trump, Milei remporte un succès électoral sans résoudre la crise politique. Malgré la crise politique et économique profonde qui touche le pays, Milei a profité de la polarisation politique existante et de l'ingérence directe de Donald Trump pour l'emporter. Donc Révolution Permanente, il pose beaucoup plus le truc sur... Il y a quand même eu une ingérence des États-Unis de laquelle il faut parler. Et aussi du fait que, juste, il n'y a pas de gauche. La différence qu'il n'y a pas de gauche, et donc ce serait juste turbo-libéral, turbo-fasciste, j'imagine, versus la France. Ouais, mais encore une fois, tu vois, les péronistes, c'est pas genre que c'est turbo-libéral, mais que en fait, c'est une gauche qui a toujours vécu sur les dividendes de la moyennisation. Un peu comme au Brésil avec Lula. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait pas mal de politiques de redistribution, de politiques sociales, etc., qui ont permis de faire émerger une classe moyenne parmi la classe ouvrière. Et aussi une certaine tertiarisation aussi de l'économie, etc., qui était liée aux évolutions structurelles de Internet, les transformations internationales au niveau de la structure économique mondiale. Donc en fait, les péronistes, ils ont eu l'habitude de gouverner en faisant le pari des dividendes éternels de la classe moyennisation. Des dividendes éternels du fait que y a une classe moyenne qui arrive. Du coup, on peut faire plus de politiques de relance vu que tant que ça marche, ça marche. Et sauf que maintenant, ça marche plus et ils savent pas quoi faire d'autre. Donc en fait, c'est pas uniquement qu'ils sont turbo-libérales, mais tu vois, le cliché un petit peu de la gauche ne fait que dépenser et la droite, c'est un peu la cigale et la fourmi. C'est pas faux en fait. C'est pas faux au niveau de la gauche argentine, parce que en attendant, la cigale péroniste, comme elle a abandonné tout programme de transformation structurelle de l'économie, qu'est-ce que tu vas faire quand tu dépends des Chinois qui t'achètent ton lithium en concurrence avec les États-Unis? Alors bonne chance avec qui tu vas être le plus pote. Des États-Unis qui t'achètent ton soja et que tu essaies de refourguer ta viande à absolument tout le monde de l'Europe aux États-Unis en mode qui veut m'acheter ma viande s'il vous plaît, de toute façon mon peuple il peut pas se l'acheter, et que tu as abandonné le fait de transformer la structure de ton économie et de vraiment la socialiser un peu plus, oui, à la fin, t'as plus de thunes, quoi. Modèle keynésien un peu. Ouais, mais un modèle keynésien qui n'a pas d'industrie pour le soutenir. Je rappelle, l'Argentine n'a pas vraiment d'industrie pour la soutenir de façon durable. Les industries, soit elles sont possédées par la bourgeoisie locale, et en fait, elles sont pas vraiment possédées par la bourgeoisie locale parce qu'elles dépendent de trucs que tu vas vendre à la bourgeoisie états-unienne, européenne, enfin la bourgeoisie du Nord, et en fait, c'est la bourgeoisie du Nord qui décide à quel prix elle va te l'acheter. Donc même la bourgeoisie argentine, elle dépend de la bourgeoisie états-unienne, quoi. Donc même spolier les moyens de production, ça risque de pas suffire. En vrai, si, déjà redistribuer les moyens de production, ça peut être pas mal, mais ça implique aussi de prendre des coups, quoi. En fait, une vraie politique qui modifierait structurellement l'Argentine impliquerait quand même des années et des années de récession. Et le problème, c'est que tu as un peuple qui est tellement pauvre, tellement épuisé, tellement apathique, que si c'est une récession qui vient de la droite, ils disent vas-y, wait and see, on sait jamais. Si c'est une récession qui vient de la gauche, ils sont en mode ils avaient peut-être raison les gens de droite. Donc il y a aussi ça. C'est que le coût des difficultés économiques et de la défaite pour la gauche est beaucoup plus haute
est beaucoup plus fort que le coup de la défaite pour la droite. Du coup, bref, donc de son côté, le camp péroniste espérait revenir en force après les élections de septembre. Oui, parce que les péronistes, ils font juste le pari de oh, les gens, ils vont se dégoûter de Milei, du coup, naturellement, ils vont revenir chez nous. C'est comme Kamala Harris face à Trump, elle s'est dit non, mais regarde, Trump, il est tellement raciste, les gens, ils n'auront pas d'autre choix que de voter pour nous en se posant pas la question de pourquoi les gens votent. Après les élections de septembre dernier, où il avait largement emporté le scrutin dans la province de Buenos Aires, où est concentré 40% du corps électoral du pays contre le parti présidentiel. Finalement, sa stratégie de modération et sa passivité dans la confrontation politique avec Milei, parce qu'il faut savoir quand même que les péronistes, on les entend pas trop, hein, mais c'est comme les démocrates face à Trump, tu vois. C'est vraiment oh, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire, on sait pas quoi faire. Et puis Milei, quand même, il parle un peu fort. Hein. Donc c'est vraiment ça, les péronistes. Hein. Donc sont avérés être un échec cuisant. De la même manière, le centre, organisé autour de quelques gouverneurs de province dans la coalition Provincias Unidas, a aussi subi un échec important. Les centristes aussi se sont effondrés un peu. De son côté, l'extrême gauche argentine a résisté à la polarisation politique entre péronisme et libertarianisme et s'est positionnée comme la troisième force politique dans la ville et la province de Buenos Aires, enregistrant même un score historique de 9% dans la capitale, autour de la candidature de Miriam Bregman. Oui, alors, troisième force politique à 9%, merci le front de gauche, mais bon. Mais après, non, ça reste aussi intéressant de montrer que t'as une gauche radicale qui est en hausse, parce qu'avant, ils faisaient pas 9%, ils faisaient beaucoup moins que ça. Mais ils sont 4, mais avant, ils étaient 2. Donc, il y a quand même une progression légère. Après, c'est difficile de savoir si c'est un vote rejet, c'est-à-dire que comme dans les années 2000, où t'avais 10% des électeurs français qui ont voté pour un parti trotskiste, c'est pas que t'avais 10% de trotskistes en France. C'était qu'ils voulaient pas voter pour le PS, mais ils voulaient quand même aller voter. Du coup, tu fais le vote sanction en votant plus à gauche, quoi. Bon, voilà. Mais il y a quand même une progression. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sûr de savoir de quoi il en retourne, mais on a quand même une indication qu'il y a un vide qui est créé, qui est creusé à gauche, et une indication légère que la gauche radicale pourrait prendre ce vide. Un triomphe tactique au cœur d'une crise stratégique du gouvernement argentin. En septembre dernier, le gouvernement Milei paraissait à l'agonie. La sœur du président, Karina Milei, était empêtrée dans un scandale de corruption. Oui, parce que rappel, scandale de corruption, Milei qui a fait littéralement un rug pull, il a lancé des bails de crypto, et puis après il a fait s'effondrer le truc pour récupérer la thune. Enfin bref, t'as vraiment des trucs où Milei a littéralement arnaqué des gens avec la crypto. Enfin, t'as quand même des trucs de baiser niveau scandale politique, quoi. Scandale de corruption après avoir reçu des pots de vin illégaux d'un grand groupe de la pharmaceutique, tandis que le président devait fuir les rassemblements publics face aux jets d'objets et aux insultes. Il y a encore une semaine, l'un de ses principaux alliés, José Luis Espert, avait même dû se retirer de la course pour les élections législatives après que ses liens avec des réseaux de narcotrafiquants avaient été révélés. Ah oui, non, mais c'est la droite crâne, hein. Encore une fois, hein, tout ce qui leur suffit aux fans de Milei, c'est qu'ils fassent des concerts de rock et qu'ils portent une veste en cuir. Mais le reste, globalement, c'est les mêmes barbouzes, voire même pire que ce qu'il y avait avant avec Macri et tout. Hein. Pourtant, le gouvernement est parvenu à se maintenir. Pour sa campagne, Milei a choisi le chantage au chaos, en insistant sur le fait que son programme constituait la seule solution à la crise économique et sociale que traverse le pays. C'est vraiment le truc de, tu sais, genre la Rome antique où t'avais tyran après tyran après tyran, et que chaque tyran était pire que le suivant, et que du coup le dernier tyran il a dit me remplacez pas par un autre tyran, parce que comme à chaque fois c'est pire, le prochain sera encore pire, donc quitte à avoir un mec de merde, autant m'avoir moi que le prochain qui sera pire que moi, tu vois. Alors Milei c'est littéralement ça, tu vois, c'est gardez-moi au pouvoir parce que de toute façon sinon c'est le chaos. Après, encore une fois, chantage au chaos qui a été aussi permis par les péronistes. Pas oublier ça, il ne faut pas ne pas faire le bilan du péronisme en Argentine. En insistant sur le fait que son programme constituait la seule solution à la crise économique et sociale que traverse le pays. Pour cela, il a obtenu le soutien direct de Donald Trump, qui a promis plusieurs dizaines de milliards d'aides financières au pays tout en menaçant les électeurs. Il ne serait pas tendre avec l'Argentine si Javier Milei était battu aux élections. Trump, il a pas uniquement dit « Attention, je te donne pas ta thune si tu gagnes pas tes élections ». Trump, il a dit « Je vais vous baiser la gueule les Argentins et je vais spéculer contre vous si vous élisez pas Milei ». Donc l'ingérence, encore une fois, il a pas acheté des voix, mais l'ingérence, elle allait beaucoup plus loin que simplement je promets un truc si jamais Milei il gagne en mode petit test, est-ce que mon poulain il survit, quoi. C'est aussi genre en mode attention l'Argentine, votez bien. Quelques jours avant les élections, les États-Unis ont effectué un échange monétaire de 20 milliards de dollars tout en promettant une aide financière directe via des investissements publics et privés. Donc rappel, investissement public et privé, c'est que des capitaux états-uniens vont investir dans des entreprises argentines, dans l'État argentin, mais du coup ça veut dire que l'État argentin et les entreprises argentines vont être encore une fois dépendantes, largement dépendantes des capitaux étrangers. Encore une fois, c'est celui qui a la thune qui décide. Cependant, cette victoire tactique ne résout en rien la crise politique profonde dans laquelle se trouve le gouvernement argentin. Le parti présidentiel continue de souffrir de l'absence d'une majorité claire au Congrès dont il a besoin pour appliquer les mesures et les réformes d'ajustement structurel demandées par les États-Unis, le FMI et la bourgeoisie. Ah oui, parce que les États-Unis ils demandent du coup, c'est comme ce que je vous dis sur le FMI, c'est en mode on vous donne de la thune, mais en échange vous modifiez votre pays de telle et telle façon, comme ça voilà, bien content, et comme ça je peux bien vous saigner comme je veux et je peux bien extraire de la valeur de vous. Et là du coup, le problème c'est que s'il n'a pas de majorité au Congrès, il peut plus difficilement réformer. C'est pour ça que parler de majorité réformiste au Congrès, le retour du réformisme au Congrès, etc., c'est dans le sens des réformes nécessaires et les réformes structurelles, etc. Bref, vous avez capté.
l'austérité. Enfin, la crise économique et politique que traverse le pays n'est en aucun cas résolue. L'inflation a beau être temporairement contenue, la récession continue tandis qu'une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Comme l'explique Fernando Skolnik pour La Izquierda Diario, le gouvernement a remporté une victoire politique, mais le spectre de l'expérience de Mauricio Macri plane toujours. On se souvient que l'ex-président du PRO, donc l'autre parti de droite, là, avait remporté largement les législatives de 2017 avant de s'effondrer quelques semaines plus tard face à la lutte des classes lorsqu'il avait tenté d'imposer son réformisme permanent via la mise en place d'une réforme des retraites très impopulaire. J'étais là, les manifs c'était vénère. On rigole des casserolades en France. Mais là, j'ouvrais ma fenêtre, j'entendais le bruit des casseroles à chaque intersection d'avenue. Il y a beaucoup d'intersections d'avenue, il y en a une toutes les 4 rues. Donc c'était vraiment, t'entendais le bruit des casseroles partout dans Buenos Aires. T'avais des manifestations massives, les gens, les manifestants ont failli rentrer dans le Parlement tellement la police était débordée. Genre c'était une folie, hein. Genre l'été 2017-2018, c'était chaud de chez chaud. Hein. Et juste après, je crois Mauricio Macri a accepté une aide du FMI. Juste après ça, enfin bref, t'avais le retour des hélicoptères, quoi. Dans ce contexte, il reste à voir si Javier Milei parvient à élargir sa coalition politique en s'appuyant sur une partie des gouverneurs et du parti de Mauricio Macri, sans quoi il resterait toujours largement minoritaire au Congrès, et ce malgré le fait qu'il ait conquis près d'une 40aine de sièges de députés et une 12aine de sièges de sénateurs. Donc la question c'est en gros, est-ce que Milei peut s'allier avec Macri pour faire passer ses réformes, parce que de toute façon Macri aussi voulait faire passer des réformes. Et c'était les mêmes, à peu près. Enfin, poursuit Fernando Skolnik, même si le gouvernement gagne du temps et une certaine marge de manœuvre, les problèmes structurels demeurent. Crise financière et endettement massif, encore une fois, hein, la dette est utilisée comme outil de gouvernance des États du Nord, des puissances financières, etc., sur les pays du Sud. C'est le cas pour l'Amérique latine, c'est le cas pour l'Afrique, c'est le cas pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale aussi. Enfin, alors bon, la dette, c'est le mot, en fait, clé de l'impérialisme moderne, quoi. Pression à la dévaluation, donc attention si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va dévaluer le pesos, etc. Donc en gros pression sur la valeur de la monnaie. Récession économique dans des secteurs clés, industrie manufacturière, donc c'est les trucs qui te permettent de faire des objets que tu peux acheter au lieu de les importer. Donc c'est très important, c'est le truc dont je vous parlais de ne pas avoir à forcément importer des trucs, mais pouvoir les produire toi-même comme ça. Donc voilà, donc l'industrie manufacturière est dans la sauce, du coup bah c'est pas très très cool. Le commerce, la consommation, donc finalement tout ce qui est le cœur en fait d'une politique sociale, d'une politique de relance où les gens ont de la thune et du coup ils peuvent acheter des trucs. Bah là les gens ils ont pas de thune, du coup ils achètent rien et l'industrie se pète la gueule. Et appauvrissement croissant des larges couches de la population qui subissent des plans d'austérité et la détérioration des conditions de vie. L'opposition péroniste mise sur la passivité contre Milei. Et le problème c'est que c'est aussi un peu la faute des péronistes. De son côté, la coalition péroniste essuie un échec cuisant. Elle paye toujours le bilan catastrophique du gouvernement de Alberto Fernandez. Alberto Fernandez, c'est un petit peu leur François Hollande. Genre son fils est une drag queen et il détruit le code du travail. C'est François Hollande. Après, ils ont eu Hollande après Macron, donc c'est vous dire la sauce. Hein. Donc le gouvernement de Alberto Fernandez qui avait précédé Javier Milei. De plus, les péronistes ont opté pour une politique de passivité et de collaboration directe avec le gouvernement, en cherchant à se présenter comme une opposition modérée et capable d'accepter certaines réformes du gouvernement de Milei, jusqu'à revendiquer la politique capitularde de la CGT et des bureaucraties syndicales à son égard. La France, l'Argentine, même combat, la CGT, toujours la même merde. Et ça voilà, donc t'imagines, c'est la situation où t'imagines le PS en mode on va négocier avec Macron, mais là sauf que t'as Milei en face. Ils ont voulu jouer la respectabilité et du coup ils se sont retrouvés à voter les réformes de merde et la CGT qui a dit oh d'accord, parce que la CGT est dans les mains des péronistes. La CGT, pas la CGT de France. Non, la CGT argentine, c'est en France la CGT c'est Confédération Générale des Travailleurs, en Argentine c'est Confederación General de los Trabajadores. Donc c'est aussi CGT. Et la CGT, historiquement, est dans les mains des péronistes. Depuis Juan Domingo Perón, qui a donné son nom au péronisme et qui a fait à la fois des politiques... il s'est à la fois coquiné avec les nazis et il a à la fois garanti certaines protections du travail en échange de la corruption de la CGT. Donc le fait que la coalition Fuerza Patria ait investi plusieurs anciens membres du gouvernement d'Alberto Fernandez et qu'elle ait adopté un discours de modération totale a largement contribué à sa défaite. Donc ils ont recyclé les anciens ministres de Fernandez et ils se sont dit « Oh, pourquoi personne veut les élire ?» Cet échec démontre que le plan austéritaire le plus brutal qui soit ne suffit pas à lui seul à discréditer un gouvernement si l'opposition demeure passive ou complice. Comme le rappelait Fernando Skolnik dans un précédent article, les ingénieurs du chaos ont besoin des ingénieurs de l'ordre pour mener à bien leurs attaques contre les travailleurs. Donc voilà, encore une fois, il y a toujours besoin d'une gauche libérale qui fasse les passe-plats, des gens qui veulent détruire ton économie. L'Argentine semble plutôt marquée par une hausse de la polarisation sociale et politique, tandis que le gouvernement de Javier Milei reçoit depuis le début de son mandat un soutien actif, idéologique et
politique du FMI et des États-Unis de Donald Trump. Et normalement, quand le FMI est d'accord avec toi, c'est mauvais signe. Surtout quand t'es latino-américain, mais en fait, tout le temps. Si le FMI est d'accord avec ton gouvernement, fuis, fais la révolution tout de suite. Tu n'auras pas d'autre occasion. De son côté, le Front de gauche et des travailleurs, Unité, donc le FITU, a tenu ses positions dans un climat défavorable et marqué par la polarisation entre le gouvernement et son opposition péroniste. Alors que le centre politique s'épuise, l'extrême gauche argentine est parvenue à faire élire 3 députés nationaux, Miriam Bregman, Nicolás del Caño et Romina del Pla. Oh, ils sont enfin élus. Félicitations. En gros, c'est vraiment Mélenchon, Poutou et Panot. Bon, sans le panache, mais... S'imposant comme la 3e force nationale de Buenos Aires, ville et province, et obtenant près de 900 000 voix au niveau national. Le FITU a réalisé la meilleure élection de son histoire à Buenos Aires, à Jujuy. Donc Jujuy, c'est dans le nord de l'Argentine. À Jujuy, Alejandro Vilca a obtenu un score de 10%, et bien que ce score n'ait pas suffi pour conserver son siège de député national, le FIT conserve 5 députés provinciaux. Comme le résume Fernando Skolnik, face au climat réactionnaire imposé par le gouvernement et à la passivité du péronisme, le FITU a reçu le soutien de centaines de milliers de personnes qui ont reconnu son rôle dans la résistance à Milei dès le premier jour. Ce soutien vient aussi des millions de personnes qui voient toujours la gauche aux côtés des retraités, des travailleurs, des femmes et de tous les secteurs en lutte. C'est aussi la seule force politique à n'avoir voté aucune loi de Milei, faisant la démonstration qu'elle n'apportera aucun appui aux réformes réactionnaires que le gouvernement prépare et qui utilise ses sièges parlementaires comme une tribune de la lutte pour organiser la mobilisation dans les rues et pour faire payer la crise aux classes dominantes qui l'ont elles-mêmes causée. Donc en fait voilà, pour résumer ce qui s'est passé en Argentine, en Big 2025, leur gauche c'est encore le PS. Ils sont dans la sauce depuis des années et le peuple est en train de crever la gueule ouverte. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'es désespéré mais qu'il n'y a pas de révolution parce que globalement la gauche c'est le PS? Tu te dis soit je m'abstiens, soit je fais la politique du pire parce que peut-être, on sait jamais, sur un coup de chance ça peut passer. Je me suis fait virer, mais si d'autres se font virer, peut-être que je peux récupérer leur taf. Ils aiment pas la fille en France, mais ils adorent la fille en Argentine, ou c'est moi. Quand on parle de la gauche radicale argentine, c'est une gauche radicale qui est beaucoup plus structurée autour des syndicats. C'est-à-dire que c'est comme si la fille était l'organe frère de Sud Solidaire. Et du coup, que la fille avait un levier vraiment efficace sur les luttes dans les rues. Ce qui n'est pas le cas. Mais donc c'est un peu ça. Mais oui, c'est... Bref. Donc voilà, bonne chance les Argentins et les Argentines, force à vous, et c'est la sauce quoi. Mais voilà ce qui se passe dans un pays où il n'y a pas de gauche radicale, et c'est triste quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.